Il y a des lieux qui ne passent pas inaperçus. Le boulevard périphérique de Paris ne fait pas exception à la règle. 35 km de bitume, un anneau unique. Le périphérique, la route de tous les records. Chaque jour, c'est plus d'1 300 000 véhicules, 112 caméras qui filment en permanence le trafic. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 80 policiers patrouillent sur le périphérique. Une brigade spécifique, exclusivement dédiée à cette route. Leur mission, sécuriser cette autoroute qui entoure la capitale. Vitesse excessive. Avec la moto, vous allez sortir porte de Bercy. Infraction au code de la route. Consommation de drogue et d'alcool. Chaque année, ces policiers interviennent sur plus de 600 accidents et pratiquent plus de 10 000 interventions, parfois musclées. Je pense que toi et la caméra, hein. À première vue, côté face, le périph', comme on dit, n'a rien de remarquable. Il faut dire que le lieu plutôt grisâtre est peu engageant au premier abord. Mais côté pile, la vie du périph' est méconnue, car peu de gens ont l'occasion de le voir au plus près. Nous, on voit le périph' comme les gens le voient jamais. Alors, voici la face cachée de cette route mythique. Jour et nuit, nous avons suivi les acteurs qui travaillent en première ligne sur cette route. Que se passe-t-il en cas d'accident? Qui traque les chauffards sur le périphérique? Enquête sur les secrets les plus intimes des faubourgs de Paris. Au cœur d'une route pas comme les autres, embarqué dans les coulisses du fameux boulevard périphérique. Périphérique parisien, 5 h du matin. Une des situations les plus redoutées pour les secours vient de se produire. Une brigade de la police est appelée en renfort pour un accident de la circulation. Une voiture vient de se retourner. Linda et Raphaël, agents de police, se rendent sur les lieux. À leur arrivée, une autre patrouille de service est déjà là. Avec la pluie et l'huile qui s'est répandue sur la chaussée, l'accès est dangereux. Alors que Linda va vérifier l'état du véhicule, elle constate avec stupeur qu'il a été abandonné. Sous le choc de l'accident, l'airbag a pourtant été déclenché. Un véhicule sur le toit, vous voyez là-bas, et les occupants ont quitté les lieux. C'est fréquent des abandons de véhicules comme ça? À cette heure-là, oui, c'est assez fréquent. C'est même souvent. Le conducteur s'est littéralement volatilisé. Premier réflexe pour Linda, vérifier s'il y a des traces de sang qui pourraient laisser penser qu'il y a eu des blessés. Parfois, la réalité peut être bien pire. Peut-être que la personne a été éjectée, on ne sait pas quand même, on ne sait jamais. Donc à chaque fois, on regarde quand même sur les abords s'il n'y a pas un corps au sol. Là, il n'y a personne. Pour Linda, la conclusion est sans appel. Le ou la personne a fait la fuite. Devant l'ampleur du sinistre, plusieurs effectifs sont mobilisés. Il faut sécuriser l'endroit pour éviter d'autres accidents en chaîne, car la voiture retournée est située en plein virage à la sortie du périphérique, au niveau de la porte de Bagnolet, un endroit mal éclairé et très fréquenté. Un dépanneur arrive sur place pour dégager le véhicule. Et là, surprise, le coffre se déverse sur le sol. À juger par son contenu, il semblerait que la voiture appartienne à une mère de famille. Dans ce véhicule abandonné, les policiers découvrent avec étonnement un paquet de couches pour bébé et des jouets d'enfants. Ouais, mais je regardais, il y a des chaussures de femmes. Non, bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a des enfants. Le gamin devait être avec madame et puis... Des accidents spectaculaires comme celui-ci, il y en a plusieurs fois par mois sur le périphérique. Et pour le dépanneur, c'est presque une habitude. Ce genre, c'est ma 4e sur le toit. Voilà. Voilà.
tout à fait. Alors que les dépanneurs poursuivent leur travail, les policiers font appel à des renforts de la mairie de Paris. Pour cause, la chaussée est recouverte d'huile. Il va donc falloir sabler le sol. Pour qu'ils puissent travailler en sécurité, Raphaël et ses collègues vont fermer la voie en amont. Et là encore, c'est un exercice périlleux. Des véhicules les frôlent à plus de 70 km/h. Pour nous, la manœuvre est assez délicate. 2 heures plus tard, la voiture est treuillée par le dépanneur. Chacun s'affaire avant que la police ne décide de réouvrir cette sortie du périphérique. Linda et Raphaël apprendront quelques heures plus tard que le propriétaire de la voiture était alcoolisé et qu'il a préféré abandonner son véhicule. Vu du ciel, il ressemble à un long serpent argenté. Le périphérique, c'est chaque jour plus d'1 300 000 véhicules qui empruntent cette route. Un record absolu. Elle assure à elle seule un quart des déplacements parisiens. Une route en forme d'anneau qui dessert 38 portes et permet d'accéder à la capitale. Si vous avez déjà emprunté cette voie, voilà ce que vous voyez tous les jours. Un lieu bruyant, souvent stressant. On estime qu'un Francilien passe environ 58 heures par an bloqué dans les bouchons de cette route circulaire. Exceptionnellement, nous allons vous montrer la face cachée du périphérique. Pendant plusieurs semaines, nos caméras ont parcouru ces kilomètres de bitume pour filmer les incroyables coulisses de la route, la plus fréquentée d'Europe. Pour percer le mystère de ce lieu pas comme les autres, il faut revenir quelques années en arrière. Le périphérique parisien est né il y a plus de 40 ans pour décongestionner les abords de la capitale. Il a pris place sur les anciennes fortifications, les enceintes de Thiers, érigées en 1840 pour protéger Paris. Le premier coup de pioche est donné en 1956 et il faudra plus de 17 ans de travaux pour finaliser cette voie qui encercle la ville. Longue de plus de 35 km, elle sera inaugurée le 25 avril 1973 et fera à l'époque la une des journaux télévisés. Dans quelques jours, faire le tour de Paris en voiture sans rencontrer un seul feu rouge, ce ne sera plus un rêve. En effet, la construction du dernier tronçon du périphérique vient de s'achever. Si tout va comme on l'espère, les automobilistes pourront l'emprunter dès la semaine prochaine. Très vite après son ouverture, les bouchons vont s'accumuler. Et voilà comment ce lieu est devenu l'enfer pour certains automobilistes. Alors, pour se frayer un passage à travers les bouchons, il y en a qui ont opté pour les 2 roues, mais à leurs risques et périls. Sur le périphérique engorgé, les 2 roues passent souvent entre les véhicules. Si la plupart sont prudents, comme Maxime, certains n'hésitent pas à avoir des comportements dangereux. Il y en a qui vont même jusqu'à se filmer et à poster leurs vidéos sur Internet. C'est le cas de ces motards inconscients qui roulent au mépris des règles de sécurité. Ils utilisent le périphérique comme une aire de jeu. Fort heureusement, ces comportements dangereux sont minoritaires. Mais même lorsque les 2 roues sont prudents, ils sont le plus souvent exposés lors des accidents. Ces dernières années, les accidents sont en diminution, notamment pour le nombre de blessés. L'année dernière, le nombre constaté par les autorités a même baissé de 15%. Un bilan positif pour la mairie de Paris et la préfecture de police. C'est le plus faible depuis 10 ans. Alors, comment expliquer cette baisse? Pour les autorités, c'était la vitesse qui est en cause. Depuis quelques années, les limitations ne cessent d'ailleurs de baisser, de 90, puis 80 et désormais 70. Et en quelques années, les radars ont été multipliés. Dans le sens intérieur comme extérieur, les radars fixes flashent en permanence les chauffards. En 2 ans, leur nombre a plus que doublé, passant à 18 le long des 35 km de l'anneau parisien. Résultat, la réduction de la vitesse autorisée s'est accompagnée d'une explosion du nombre de flashs. En une année,
le nombre d'infractions sur le périphérique a été multiplié par 3, passant de 138 000 en 2013 à plus de 461 000 en 2014. Pourtant, des accidents, il y en a encore tous les jours. Réduire la vitesse, c'est l'objectif constant des autorités. Comme tous les lieux stratégiques en France, le périphérique n'échappe pas à la règle. Il a sa propre police, créée en 1977, des agents mobilisés 24 heures sur 24 et dont les missions sont très variées. Messieurs, bonsoir. Donc, opération vitesse ce soir, nous sommes au niveau de Bercy. Je vous donne les équipages en Sierra 1. Des contrôles de grande vitesse sont organisés une fois par semaine. Une vingtaine d'agents de la préfecture de police de Paris est mobilisée. C'est l'URS, l'unité routière spécialisée, qui mène cette opération. Opération pour 22h20. Leur mission, traquer les chauffards grande vitesse. Une opération qui peut s'avérer dangereuse. Cette brigade de répression de la délinquance routière vint s'installer au-dessus du périphérique à l'aide de radars mobiles. Les gens connaissent les radars, donc ils ralentissent au niveau des radars et après réaccélèrent. Donc nous, on s'implante entre les radars et on arrive encore à faire des excès de vitesse. 109 109. La Polo en voie 4 à 109 km/h, en voie 4 à 109 km/h. L'opération vient à peine de débuter et les premiers excès de vitesse sont constatés. Des brigades motorisées sont en alerte et partent à la poursuite des contrevenants. À la tête de cette opération d'envergure, le major Bertrand Delgerie. Ok, donc début des opérations. Il commande cette unité depuis plus de 10 ans. Pour lui, tous les automobilistes ne sont pas visés. L'opération est extrêmement ciblée. Ils sont recherchés, ce sont tous les véhicules qui font l'objet d'une rétention de permis de conduire, c'est-à-dire qui sont à plus de 40 km/h de la vitesse autorisée. Ce soir, entre 23h et 3h du matin, nous allons faire à peu près 50 à 60 excès de vitesse. Et en moyenne, entre 25 et 40 rétentions de permis de conduire immédiates. Et si le major est si sûr de lui, c'est que les statistiques se vérifient chaque semaine. Quelques minutes plus tard, un motard vient d'être flashé à plus de 138 km/h. Il est seul sur son engin. On a 2 rétentionnés, on a une deuxième moto à 116 aussi. Ouais. Allez, c'est parti, pousse. Cette fois-ci, une voiture de police les prend en chasse. 2 motards en renfort les suivent de près. Alors là, on a 107 km/h, une moto qui vient de passer en excès de vitesse. La moto a été flashée à plus de 50 km au-dessus de la vitesse autorisée. Ça passe. Si, ça passe à gauche. Prends la plaque. La plaque d'immatriculation est relevée. Bonsoir. Avec la moto, vous allez sortir porte de Bercy. Allez, go. Ouais, donc moto interceptée. Sur le périphérique, leur crainte est de voir les motards s'enfuir. C'est bien pris. Ouais, attends, ce que l'autre, tu vas plus savoir. Ah bah après, c'est la loterie. On a la plaque d'immatriculation, donc après, on peut toujours faire un refus d'obtempérer sur le véhicule et le conducteur. Ah non, s'il veut partir, vu qu'il est plus léger que nous, il a un moteur plus gros que nous, on ne pourra jamais le rattraper. La circulation est assez dense. Lui va se faufiler entre les voies que nous, on ne pourra jamais le suivre. C'est pour ça qu'on a des équipes moto pour aller chercher les grosses vitesses, puisque eux, ils ont plus de facilité à se lancer déjà et à aller récupérer les motos ou les voitures de gros cylindrée. Là, vous prenez la sortie à droite. À la porte suivante, un comité d'accueil va notifier aux motards les excès de vitesse. Au même moment, une deuxième moto a été arrêtée. On a les 2 vitesses. Combien la vitesse là? 116. Là, 130. 131, 116. Donc là, typiquement, une première moto à 116 km/h et une deuxième à 131 km/h. La sanction est immédiate, retrait de permis pour ces 2 motards et immobilisation du véhicule. Pris en flagrant délit, l'un d'entre eux reconnaît immédiatement les faits. Ouais, là je suis tout à fait dans mon tort. Vous savez, sur la route, on joue, des fois on gagne, des fois on perd. Mais vous savez, le problème en France, c'est pas forcément la vitesse, c'est que c'est toujours pareil, c'est toujours la répression. Bon là, je dis pas, j'étais en excès de vitesse, c'est pas...
Mais c'est toujours pareil, c'est toujours comme ça. En pleine nuit, plus le trafic se fluidifie, plus les excès de vitesse sont importants. Le seul de roue à votre gauche, à 106 km/h. Les motos sont souvent la cible de ces contrôles. Mais les voitures dépassent elles aussi largement les 70 km/h autorisés. Et les excès de vitesse s'enchaînent. Vous laissez rien passer. C'est un comportement plus que dangereux, ça. Ces opérations grande vitesse, les policiers de la circulation les effectuent aussi de jour. Mais tous ces contrôles ne suffisent pas à dissuader les usagers du périphérique à changer de comportement. Bonsoir. Bonsoir. Vous sortirez à la porte de Bercy. Avec un gamin, c'est de redémarrer ou de faire n'importe quoi. Ouais, bah, vu ça de toute façon, il a pas l'air. Ouais, on confirme. C'est pas. Ouais, c'est. Vous fait penser qu'il pourrait s'échapper. Le petit air qui nous, en nous regardant, et le fait qu'il ait tout coupé comme ça d'un coup sa vitesse, il a dû voir le radar au dernier moment. Donc il a tout ralenti, après il roulait à 60. Tu vois. Et là, à mon avis, vu comment il nous a regardé avec son petit air. 91, ça part en chasse. On a un petit doute sur ses intentions de s'arrêter. Les policiers restent sur leur garde, car sur le périphérique, les délits de fuite sont nombreux. Pour s'en assurer, le véhicule va être suivi de près. Là, vous descendez. L'excès de vitesse va lui être notifié par les policiers, stationnés en contrebas. Bon, monsieur, c'est combien la vitesse sur le périph' 70. Voilà. Donc 123 km/h enregistré. Ah bah si. 50 km au-dessus de la vitesse autorisée, là encore, la sanction est immédiate. Quelqu'un peut récupérer votre véhicule, parce qu'à partir de maintenant, vous n'avez plus de permis de conduire. Non, c'est pas une blague du tout. Le préfet de police aura... Ça fait combien de mois, ça Attendez, laissez-moi finir. Aura 72 heures pour prendre une décision de suspension à votre encontre, suspension qui peut aller de 15 jours à 6 mois. Là-dessus, par rapport à la vitesse constatée, vous allez perdre 4 points et vous allez passer au tribunal. Pour le brigadier, ces excès de vitesse sont encore trop fréquents. Pour lui, les automobilistes ont bien du mal à comprendre le danger. Passé une certaine heure, ils ont l'impression que la route est à eux. Maintenant, malgré les panneaux, malgré les radars automatiques, on arrive quand même à faire des contrevenants qui évoluent à des vitesses allant jusqu'à, pour l'instant, le record de ce soir est à 143 enregistrés. Les contrôles vont durer jusqu'à 4 heures du matin. Rien que ce soir-là, sur les 40 véhicules arrêtés, plus de 23 permis vont être retirés. Retour au siège de cette police de la route, située dans le 13e arrondissement de Paris. La police du périphérique, bonjour. Un lieu stratégique, interdit au public. On le surnomme aussi l'œil du périphérique, car cet axe routier est le plus surveillé de France. 112 caméras filment en permanence le trafic. Ces agents ont les yeux rivés sur les écrans. Et lorsqu'il y a un appel, c'est ici qu'il est reçu. Là, on a vu qu'il y avait la borne 2 qui sonnait, c'était la caméra 99. Il suffit qu'on aille ici, on tape la caméra 99, hop, on est directement sur le véhicule en panne et qui vient de nous appeler. 166 bornes d'appel d'urgence sont reliées à cette salle de commandement. Tous les secteurs sont répertoriés et classés porte par porte. Ce jour-là, c'est assez rare, le périphérique est fluide. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Le périphérique peut rapidement passer d'une situation, on va dire, verte à rouge, avec tout simplement tout d'un coup un accident qui intervient, qui se produit, ou alors même dans un tunnel, un véhicule qui prend feu. Tout de suite, ça peut passer d'une situation fluide à une situation saturée. Ce jour-là, un appel d'urgence signale une panne d'un véhicule sur le périphérique intérieur. Allô? Bonjour? Oui, ça, on vous localise, monsieur. On vous a localisé en caméra. C'est un Kangoo? Un dépanneur est envoyé immédiatement sur place. Sur les panneaux d'affichage, un message prévient en temps réel les automobilistes. L'objectif est d'éviter d'autres accidents. Et ce qu'ils redoutaient va finalement arriver. Juste derrière, il y a
Ben voilà, là c'est l'exemple type du suraccident. Alors là déjà on avait donc le véhicule en panne et sur les arrières, malgré tous les panneaux, etc. qui avisaient les gens qu'il y avait un incident, ben, on a ce qu'on appelle un suraccident. Caméra 166 intérieur, venant de la 3 direction BPI, Bagnolet. Quelques minutes plus tard, un autre accident vient d'avoir lieu porte de Bagnolet. Là encore, la scène est observée grâce aux caméras de contrôle. Et des secours sont envoyés sur place. Christophe fait partie de cette brigade. Il travaille sur cet axe routier depuis une dizaine d'années. Il y a des blessés? Non, c'est un peu moi je D'accord, ça marche. Dans ce virage, cet homme a perdu le contrôle de sa voiture. C'était à quel niveau? Là, le virage où il y a les gros débouchons. J'ai tourné en rond et puis il faut taper à droite, taper à gauche et puis c'est tout, ça s'est passé très vite. Hein, et je roulais à 50 à l'heure, pas plus. Christophe fait les premières constatations et ce n'est apparemment qu'un accident matériel. Sauf qu'entre-temps, les propriétaires du véhicule ont été pris en charge par les pompiers. Ils souffriraient de maux de tête et de douleurs abdominales. Pour Christophe, il va falloir requalifier l'accident. Du coup, l'accident matériel, le monsieur ne déclarait pas blessé tout à l'heure, la petite dame non plus. Et puis finalement, les pompiers veulent l'emmener c'est plein des côtes, donc finalement. Donc il va être transporté à l'hôpital par les pompiers. Donc, ce qui est d'un accident matériel avec tout simplement on évacue la voie, ça se transforme en corporel. Donc là, c'est un rapport accident. Donc ça entraîne les dépistages, l'audition de la personne sur les circonstances exactes de l'accident. Voilà. Les contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants réalisés sur place se révèlent négatifs. Pour sécuriser la chaussée, du sable recouvre la plaque d'huile. À cet endroit, la route est particulièrement glissante. C'est peut-être la cause de l'accident et elle pourra en causer d'autres. Ce sont des petits détails, mais ils ont leur importance sur le périphérique. Le rôle des policiers ne se limite pas aux accidents ou aux excès de vitesse, mais parfois à des missions inattendues, mais tout aussi dangereuses. La police du périphérique, bonjour. Un usager appelle, mais cette fois ce n'est pas pour un accident, ni même une panne. Au niveau de Villette ? Au niveau de la porte de la Villette, un objet a été repéré sur la chaussée. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Christophe et ses collègues se rendent sur place. Le temps est compté, il faut faire vite. Sur cette 4 voies à grande vitesse, cet objet pourrait provoquer des accidents. Les gens ils peuvent être surpris, donc faire une manœuvre dangereuse au dernier moment, ça peut créer un accident. Après, si c'est un deux roues qui passe dessus et qui perd l'équilibre, il peut tomber, tout peut arriver. Donc il vaut mieux tout enlever et comme ça on est tranquille. Dans ce genre de cas, une procédure bien particulière est appliquée pour que l'opération soit réalisée en toute sécurité. Ils vont faire ce qu'on appelle un bouchon mobile, c'est-à-dire qu'ils vont faire un espèce de serpentin pour freiner la circulation derrière eux. Malgré les gyrophares et les injonctions de la police, il n'est pas toujours évident de ralentir le trafic. Ce taxi visiblement pressé ne respecte pas les consignes. La plaque est en vue. Maintenant que la circulation est stoppée, les agents de police peuvent intervenir rapidement. L'effectif qui est derrière va descendre pour vraiment les stopper en toute sécurité. Et les deux autres vont sortir du car pour prendre la plaque de placo et la remettre sur le bas-côté. L'opération n'aura duré qu'une trentaine de secondes, mais un bouchon s'est déjà rapidement formé. Il faut aller le plus vite possible pour pas que derrière ça cartonne ou qu'ils forcent le passage et puis qu'on se fasse renverser. Les gens respectent pas forcément. Mais cette police du périphérique a aussi des yeux sur la route. Vous l'ignorez peut-être, mais sur cet axe, des policiers circulent en permanence, en voiture banalisée. L'objectif est de repérer discrètement les comportements dangereux. Chaque nuit, c'est pas moins de 3 véhicules comme celui-ci qui quadrillent le périphérique. Il est 21h10, les policiers viennent tout juste de commencer leur ronde lorsqu'ils interpellent cet automobiliste à la conduite suspecte. Qu'est-ce qu'on lui demandait de s'arrêter? Parce qu'il ne tient pas la route, il zigzague. Donc il a failli mettre 2 motos par terre, donc
On va vérifier s'il n'a pas consommé un peu d'alcool. L'homme accélère, mais il est vite intercepté à la porte de Brancion. Oui, on contrôle Brancion. Pourquoi vous zigzaguez comme ça sur la route? Vous avez failli renverser 2 motos, monsieur. Les mecs, ils me calent. Mais non, mais vous êtes comme ça. Vous arrivez... Le conducteur, âgé de 65 ans, a visiblement du mal à s'exprimer. Tu peux, oui. Ah, tu peux, ouais. Les policiers soupçonnent rapidement une conduite en état d'ivresse. Merci. Ouais, donc permis numéro... Pendant qu'un agent vérifie les papiers d'identité, un autre prépare les tests d'alcoolémie. 75, au nom de... D'avoir envie. Le verre de rouge? D'accord. Je vais faire un dépistage. Encore, plus fort. Prenez une grande inspiration. L'homme a du mal à souffler dans l'éthylotest. Des problèmes médicaux l'empêcheraient de souffler plus fort. Parce que sinon après c'est la prise de sang. Alors si vous n'avez pas, c'est comme ça on gagne du temps. Hein, c'est juste pour vous. Allez dessus. Et là il est positif. Le monsieur l'autre qui est positif à l'alcoolémie, il nous a dit qu'il avait bu 3-4 verres, ce qui explique sa conduite qui zigzaguait et qu'il a failli renverser 2 motards. En France, il est interdit de conduire avec une alcoolémie supérieure à 0,5 g d'alcool par litre de sang, soit l'équivalent de 2 verres de vin. Les policiers ne connaissent pas encore précisément le taux d'alcoolémie du conducteur, mais alors que la discussion s'engage, l'homme admet finalement qu'il n'a pas bu que 2 verres. Vous avez bu quoi déjà? Que du vin. Et la quantité, ça fait quoi? Une bouteille? Ouais, une bouteille. Le sexagénaire est immédiatement conduit dans un poste de police dans le 13e arrondissement. Des contrôles d'alcoolémie plus poussés vont être effectués. Les taux d'alcoolémie peuvent augmenter en fonction de l'état de santé, le degré de fatigue ou de stress, ou simplement les caractéristiques physiques de la personne. On a présenté la personne devant un officier de police judiciaire. On vérifie son taux au moyen d'un éthylomètre. Et de là, il nous dira si on passe en une alcoolémie contraventionnelle ou délictuelle. Est-ce que vous êtes prêts à souffler? Un nouveau test et le verdict tombe. Il est à 0,77. Donc il faut multiplier par 2, ce qui nous fait 1,54 g au lieu des 0,50 réglementaires. Donc il va passer la nuit ici jusqu'à ce qu'il redescende en dessous du seuil normal. Aujourd'hui, un accident provoqué sous l'emprise de l'alcool et entraînant des blessures graves est passible de 5 ans d'emprisonnement, d'une amende de 75 000 € et d'une annulation de 10 ans du permis de conduire. Ce soir, les policiers ont probablement évité le pire en ayant repéré cet homme fortement alcoolisé sur le périphérique. À 22h30, ils continuent leur tournée et constatent un autre comportement suspect. Bonsoir, vous sortirez à la prochaine. À la prochaine, vous sortez. Parce qu'en fait, je t'explique, je cherche pas d'ici, je cherche ça. À la prochaine porte, vous sortez. Ça sent le truc pas clair. Ça sent l'histoire. Les policiers ont l'habitude de repérer les conduites dangereuses et ils font souvent appel à leur instinct. Alors, vous n'avez aucun papier sur vous? Vous cherchez quelque chose en particulier? On contrôle juste l'intérieur des véhicules quand on peut comme ça, parce que on sait jamais la nuit comme ça à qui on a affaire, donc. Depuis les attentats qui ont frappé la région parisienne en janvier, le niveau d'alerte du plan Vigipirate n'est jamais redescendu. À Paris, il reste réglé sur alerte attentat. Les policiers portent en permanence des gilets pare-balles. Il n'a aucune pièce d'identité sur lui, il nous donne une identité verbale. Donc quand c'est comme ça, on s'assure que de la personne, déjà savoir si elle n'a rien de dangereux sur elle. Donc on s'assure vraiment que nous, déjà pour notre sécurité, que tout se passe bien. Donc là, pour s'assurer que lui non plus n'a rien sur lui, ou du produit stupéfiant, ou autre, ou une arme, un couteau, n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi tu mets des amendes, voilà, gratuitement. C'est pas des amendes gratuites, monsieur. Vous n'avez pas votre permis, vous n'avez pas votre carte grise, vous n'avez pas l'assurance. Alors que les contrôles d'identité continuent, le conducteur commence à s'impatienter et les esprits s'échauffent. Je tente plus de poing la caméra, hein. On va rester soft, d'accord? On va se calmer. Ok, on va se détendre. Parce que c'est fou de me faire. Non, mais on va se détendre, on va se détendre. Ouais. Dommage que vos mots dépassent vos pensées. Quant au véhicule, Renault Clio.
15 minutes plus tard, ils ont la confirmation que le véhicule est en règle. Le conducteur est verbalisé pour non-présentation de l'assurance et conduite dangereuse. L'homme repart visiblement énervé. Ah, bonsoir. D'accord, tant mieux. Achetez une carte grise, monsieur. Une ultime provocation, mais les policiers préfèrent en rester là. Je pense aussi qu'elles vont être payées les amendes. Je pense aussi. Je pense fortement, les gars. C'est-à-dire, on pense à nous dans quelques jours. C'est fréquent de vous retrouver face à ce genre d'individu? Oui, ça nous arrive. Après, si on répond à la provocation, ça part. Voilà, là, il a pas débordé sur l'outrage parce que sinon on l'emmenait. Donc, il a su modérer après ses propos, mais bon. Le problème, c'est qu'il a appris ses contraventions et on va bien veiller à ce que ça lui arrive correctement. Cet automobiliste écopera au total de plusieurs contraventions, avec 3 points en moins sur son permis de conduire. Autre lieu stratégique du périphérique, ce centre ultra-moderne. Il s'agit en fait d'un central de dépannage high-tech. Ses employés surveillent eux aussi les voitures en panne et les accidents de la circulation. En cas de problème, ils envoient une dépanneuse agréée. Seule celle-ci peut intervenir sur le périphérique. En échange, elle doit impérativement arriver sur place en moins de 30 minutes. Cédric conduit ce véhicule de dépannage toute l'année sur cette grande boucle. À 29 ans, c'est un métier qu'il a toujours voulu faire. Cet axe, il le connaît par cœur. Plus qu'un lieu de travail, c'est surtout une passion et un rêve de gosse. Dans ma famille, j'ai 2 de mes oncles qui ont toujours fait ce métier-là. Et étant petit déjà, je tapais des crises pour pouvoir être avec eux tout le temps, partir avec eux. Et c'est eux qui m'ont plus ou moins mis dans ça en fait. Et j'ai toujours dit que j'en ferais un jour mon métier. Cédric intervient essentiellement la nuit. Des accidents matériels, des dépannages, c'est son quotidien. Pour intervenir au plus vite, plusieurs dépanneurs comme Cédric sont en attente à différentes portes du périphérique. Et c'est par radio qu'ils sont alertés par leur PC de sécurité. 22 centrale. Oui. Extérieur Vincennes, accès Vincennes, vous avez une Smart accidentée. Ouais, je l'ai vu, je suis en train de faire demi-tour dessus. Cédric est appelé sur le site. C'est à moins de 5 minutes si le trafic est fluide. L'accident vient d'avoir lieu. La police est sur place. La petite voiture accidentée et le camion sont immobilisés. À chaque intervention, Cédric est vigilant. Le danger est toujours permanent. Un moment d'inattention peut être fatal. Parfois, les voitures passent juste à côté de nous et ils sont tellement curieux qu'ils ne regardent pas où ils vont. Donc ouais, des fois c'est très très dangereux. Le conducteur est toujours à l'intérieur de son véhicule, interrogé par la police. Le camion a traîné la petite voiture sur plusieurs dizaines de mètres. Le passager est visiblement sous le choc. Bien, je suis rentré sur le périph', comme je fais souvent, et il y a d'un coup un camion qui s'est rabattu sur moi. J'ai vu la mort, à vrai dire, parce que j'ai vu un camion, j'ai vu la rambarde. Et apparemment, il a réussi à stopper avant de m'écraser complètement, mais voilà quoi. Donc, je suis content d'être en vie. Pour des raisons de sécurité, le véhicule doit être sorti au plus vite du périphérique. Car un constat doit être établi avec le chauffeur du camion. Le conducteur, toujours sous le choc, sort lentement du véhicule. Cédric se prépare à remorquer la petite voiture, mais il constate qu'il y a un problème pour effectuer le constat. Donc a priori, ça sera un refus de priorité. Et comme ils ne parlent pas français, donc ça va être compliqué pour faire leur constat. Donc je sais pas, ils vont voir ça. Il s'est rabattu sur moi, il a failli me tuer. Mais ça après, dans le jour où vous faites des constats, si dans le jour où vous avez un accident matériel, vous faites des constats. Psychologiquement, j'ai pas envie là d'aller voir le monsieur et de faire un constat. Vous pouvez qui à faire ce constat? Nous on est. Non, c'est pas notre mission de faire un constat. Je suis accidenté au milieu de ma pays et vous me dites, vous m'aidez pas à faire le constat. Une discussion s'engage entre la police et le conducteur. La voie doit être dégagée au plus vite pour éviter d'autres accidents.
La barrière de la langue avec le conducteur n'arrange rien. La police autorise Cédric à retirer le véhicule. Là, ça commence à foutre un peu le bazar. On sort à la prochaine sortie et la police va s'occuper des constats. Le conducteur est conduit à l'extérieur du périphérique. Sous la pluie, le constat est finalement établi dans la fourgonnette de police. Une fois les papiers signés, le camion peut repartir. Mais pour le conducteur de la petite voiture, son véhicule est hors d'usage. Après expertise, il finira à la casse. Ce soir, le conducteur rentrera chez lui en taxi. Le lendemain, après consultation chez le médecin et un bilan médical complet, son état nécessitera un arrêt de travail de plusieurs jours. Aux abords du périphérique, il existe aussi toute une vie que l'on ne soupçonne pas. La mission des policiers ne se limite pas à la protection des conducteurs. Dans certains cas, ils deviennent aussi des anges gardiens. Michael et Frédéric travaillent à la BAPSA, la brigade d'assistance aux personnes sans abri. Chaque jour, ils ont des missions spécifiques. On part à la maraude sur la capitale, on va se rendre sur le périphérique pour voir des personnes sans abri, des personnes qu'on a l'habitude de voir régulièrement. Donc on va voir si tout se passe bien, s'ils ont besoin de rien. Michael fait ce travail depuis 7 ans et c'est sur le périphérique que se concentre son activité. Le long des routes, certains ont élu domicile dans des lieux improbables. On les trouve un peu partout, dans les égouts, dans les coursives, sous les ponts. Vous ne les voyez pas forcément quand vous roulez, les issues de secours. Ils sont souvent cachés là-dedans. Dans les issues de secours, ils font leur petite maison à l'intérieur. On ne s'imagine pas qu'un être humain puisse dormir là ou habiter là. Certains vivent le long du périphérique depuis plus de 20 ans. D'autres sont de nouveaux arrivants. Lors de ces patrouilles, Michael observe chaque recoin et rien ne lui échappe. On a vu une personne qui était allongée avec une valise, donc on va aller voir. C'est peut-être une personne qui vient se retrouver à la rue justement, qui ne sait pas trop où aller. Donc on va déjà voir ce qui lui arrive. Avec son collègue, Michael se gare à proximité. Ils ont repéré un jeune garçon allongé sur l'herbe, le long du périphérique. Bonjour monsieur. Bonjour. Non, no problème. C'est la BAPSA, police sociale. Police, ok, sociale. La difficulté principale pour les policiers est d'établir un contact, bien souvent dans une langue étrangère. Nationality, please. Passeport. Mais il ne parle pas français et semble perdu. Il est né le 22/08/96 en Lettonie. Le jeune homme n'a même pas 20 ans. Il explique avoir fui son pays avec une seule valise. Les policiers tentent avec des gestes de lui expliquer leur mission. Le 115, SAMU social, ok, pour hôtel. Pour ok, pour que vous puissiez dormir sous un toit. Et malheureusement, voilà, avec les problèmes qui peuvent se passer dans leur pays, tout ça, ils veulent voilà, avoir une nouvelle vie, connaître autre chose et ils partent parce qu'il n'y a pas d'avenir pour eux, quoi. Donc voilà, ils estiment en France qu'ils espèrent avoir du travail, ils espèrent voilà, s'en sortir comme tout le monde. Avec l'aide du SAMU social, ils cherchent un hébergement d'urgence pour le jeune homme. Mais malheureusement, après vérification, ce jour-là, tous les foyers sont complets. Bon, ce soir, no possible. Okay. No place. Place, hôtel, finish. Ok. Par contre, il faut périphérique, interdit. Ok. Le jeune homme doit sortir du périmètre du périphérique. Il est raccompagné. Est-ce que je peux lui expliquer que je vais lui donner une adresse pour qu'il que demain matin il... 2 minutes, please. Ok. Ce soir, ce jeune homme devra dormir dehors. Michael et son collègue lui donnent un numéro qu'il pourra appeler en cas d'urgence et lui fixent un rendez-vous le lendemain. Ok, thank you. À demain, 18h. Ok? Yes. Bye. Michael rencontre de plus en plus de jeunes ayant fui leur pays. Le périphérique parisien est bien souvent un point de chute inévitable. On estime qu'en 10 ans, le nombre de personnes sans abri a augmenté de 50% le long de cette voie, car elle est souvent à l'abri des regards. Ces policiers sont confrontés au quotidien à la pauvreté aux portes de la capitale.
Cette unité d'aide aux sans-abri a été créée il y a plus de 60 ans, après le Rudiver 54 et l'appel de l'abbé Pierre. Cela devait être provisoire, mais pourtant leur travail continue, plus que jamais. Beaucoup de Parisiens ignorent que même dans les beaux quartiers de Paris, de nombreux SDF ont élu domicile aux abords du périphérique. Souvent, dans des endroits dangereux, près des tunnels, comme ici Porte-Maillot. Des endroits souvent insalubres. La pollution, les gaz d'échappement, c'est un petit peu voilà, la poussière, tout ça, et à l'intérieur, c'est pire encore. Dans ces tunnels, des sans-domicile fixe s'installent le long des verrières d'éclairage. Des endroits souvent vétustes, mais surtout très dangereux. Attention, tu mets tes pieds. Y'a quelqu'un? C'est la police sociale? Putain, la merde. J'ai pas de torche. Bouge pas. Système D. Fais gaffe, faut que tu mets tes pieds. Bon, y a eu du monde ici, il y a des sacs de couchage. Ah bah il y a des quads, sacs à dos, il y a des boîtes de conserve. Il y a une vie ici. Mais il n'y a plus rien du tout. Fais attention parce qu'il y a des câbles électriques. Avant de partir, ils décident de vérifier si personne ne s'est installé dans une zone encore plus dangereuse à l'étage supérieur. Faire attention de ne pas se coller. Parce qu'il y a des lignes haute tension visibles. Parce que tous les éclairages ici, c'est pas forcément gainé. Grâce à leur tournée régulière, ils permettent à des centaines de sans-domicile fixe d'accéder à des soins. Et chaque fois qu'ils le peuvent, ils les dirigent en dehors du périphérique, vers des structures d'urgence. Dans ce monde du périphérique où la circulation est permanente, il y a parfois des moments incroyables où tout s'arrête. Car pour éviter les accidents, il faut entretenir cette route en permanence. Avec plus d'1 million de véhicules passant au même endroit, le bitume s'use rapidement, 4 fois plus qu'une autoroute normale. Et les incidents sont fréquents, comme cet automobiliste qui a crevé ses 2 pneus. Apparemment, il y aurait un gros nid de poule dans le souterrain charenton, probablement en voie 3 ou entre les voies 3 et 4. Pour prendre soin, nettoyer et donner un coup de jeune à ce périphérique, la police est une fois de plus mobilisée. Ce soir, le brigadier Eric fait partie des opérations. Il travaille sur le périphérique depuis 3 ans et il n'en est pas à sa première fermeture. Une intervention que les policiers réalisent conjointement avec les services de la voirie. On va bloquer la circulation, on va faire un barrage mobile. Donc on va mettre un véhicule sur chaque voie pour faire ralentir les usagers derrière nous. Pendant quelques minutes, les 4 voitures de police vont accélérer afin de dépasser un maximum de véhicules pour ensuite mieux les bloquer. Et maintenant, on roule au pas pour les... On essaye de se mettre en ligne. Et on roule au pas pour ralentir les gens derrière nous, pour laisser la voirie commencer à poser leur balisage. Et tous les autres automobilistes sont derrière nous. Leur mission est donc de protéger le personnel de la mairie, qui sans eux risquerait d'être fauché. Et en fait, là, les gens derrière commencent à râler parce qu'ils se demandent pourquoi on bloque tout le monde. Et pourtant, c'est récurrent la fermeture de périphérique. C'est tous les soirs. Et malgré ça, systématiquement, les Malgré ça, systématiquement, les gens nous demandent pourquoi c'est fermé, pourquoi on n'est pas prévenu. Ça vous arrive de vous retrouver confronté à des personnes violentes ou du moins agressives? Violentes, non, parce que les gens... Agressives, oui, violentes, non. Les gens descendent pas de leur voiture. Et justement, à peine sortis du véhicule... Mais parce qu'il y a des travaux, madame, s'il vous plaît, circulez. Merci quand même. C'est marqué sur citadin, madame. Voilà. C'est ce que je disais. Les gens ne regardent pas, s'informent pas. C'est tous les soirs, mais ils grognent encore. Même pas. Non, parce que joli à votre avis, monsieur? Ça passe pas, vous n'êtes pas à 2 minutes, de toute façon vous allez tous les griller après. D'accord. Donc soyez prudents. Pendant un peu plus d'une dizaine de minutes, les policiers vont faire sortir les automobilistes en amont de la voirie. Les voitures s'accumulent et forment rapidement un bouchon. L'opération est donc quasiment chronométrée. On va pouvoir relâcher les enfants. Vous pouvez relâcher le barrage. C'est reçu. On relâche. Pour ces policiers, l'intervention s'est déroulée avec succès. La voie rapide est désormais quasiment vide. Une vision inhabituelle
est pour le moins surprenante. Nous, on voit le périph' comme les gens le voient jamais. Le périph' est à nous, il n'y a plus personne dessus. Il commence déjà à y avoir des ouvriers qui viennent travailler, mais là, on a le périph' pour nous tout seuls, en fait. À l'image des automobilistes, les policiers vont à leur tour quitter le périphérique afin de laisser la place aux ouvriers. Et aux bretelles de sortie, les équipes de nettoyage s'activent déjà. Leur travail est exclusivement dédié au périphérique. Ce soir, 16 km de la route sont fermés. Des groupes de 14 agents vont donc se répartir des tronçons de 5 à 6 km. Leur mission, balayer les nombreux détritus présents sur la route, mais aussi derrière les murets de sécurité. Vous voyez, par mois à peu près, c'est 10 tonnes de déchets ramassés par mois. Vous voyez. Il pleut, il neige, on est toujours sur le périphérique. Et puis bon, vous voyez, vu la quantité de déchets ramassés, c'est vrai que c'est assez éprouvant quand même. Michel nettoie cette route depuis plus de 30 ans. Il l'a vu évoluer et il ne peut que constater les incivilités. Les gens, vous voyez, jettent leurs canettes, leurs boissons, enfin, ils jettent leurs déchets alimentaires. Je pense qu'ils sont un petit peu mal éduqués maintenant. Vous voyez ça, on voyait pas ça là. Bon, on voyait de la saleté dans le temps, mais pas à ce point-là, quoi. Je veux dire, c'est de plus en plus sale. Si on ne nettoyait pas, ça serait. Les voitures pourraient même plus rouler. Aidés par des machines, les agents ont jusqu'à 4 h du matin pour tout retirer et faire place nette. Dans un autre tunnel, presque caché, s'active un GHP, autrement dit, un groupe haute pression, une équipe mobile dont le rôle est de pallier aux diverses dégradations. On doit enlever tous les tags et tous les affiches qui sont sur le périphérique pour l'image de la mairie de Paris, quoi, en fait. Donc les Parisiens et puis les banlieusards et puis même les touristes voient que c'est la capitale, c'est la capitale. Cela fait 10 ans que Laurent s'y applique, un travail pénible qu'il doit renouveler sans cesse. À quelques encablures de là, c'est un autre service dédié lui aux travaux qui opère. Hubert, un agent supérieur d'exploitation, surveille le rebouchage de trous bien connus de tous, des nids de poules. L'une des dégradations les plus récurrentes et dangereuses pour les usagers. Des trous comme ça, on a entre 10 et 15 sur une fermeture et en tout, on bouche une 50aine de trous. C'est un danger pour les voitures, mais surtout pour les deux roues. Par période de pluie, ce trou-là rempli d'eau, il est invisible et on risque l'accident. Donc après notre intervention, ce sera propre et en sécurité. Il est 1 h du matin. Ces deux ouvriers de la voirie en sont déjà à 51 nids de poules rebouchés. Pour eux, la nuit est loin d'être finie, mais sans leur intervention, les accidents seraient bien plus nombreux. Et alors que Christophe, le responsable nuit de la section nettoyage, se dirige vers une autre équipe, un constat s'impose. Le périphérique a beau être fermé, il est très habité, très vivant. Il est complètement habité, ouais. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Aujourd'hui, le boulevard périphérique parisien concentre des enjeux urbains importants, car il n'est pas uniquement un espace de circulation, c'est aussi un espace habité. Tout autour des 35 km de voirie, on compte plus de 100 000 habitants à moins de 100 mètres du périphérique. C'est l'équivalent d'une ville comme Nancy. Pour ces riverains exposés au bruit, il n'y a jamais de répit, ni la nuit, ni le week-end, ni même pendant les vacances scolaires. Pour réduire les nuisances sonores, des moyens ont été mis en place depuis plusieurs années. Comme ces écrans acoustiques, ils permettent de diminuer la sensation auditive. Le bruit paraît alors 2 fois moins fort. Ces enjeux, Mathieu les connaît bien. Avec ses collègues, il étudie le bruit du périphérique toute l'année. Il travaille à Bruit Parif, un observatoire qui analyse les nuisances sonores. Ce soir-là, il vient vérifier avec son collègue l'une des 3 stations qui est installée en permanence sur le périphérique. Alors là, c'est une station de mesure du bruit avec donc le niveau de bruit mesuré en temps réel, toutes les secondes. L'Organisation mondiale de la santé considère que les troubles du sommeil commencent à partir de 30 décibels. À côté du périphérique,
les chiffres sont multipliés au minimum par 2. Là, en fait, on est près du terre-plein central du périph'. On peut s'apercevoir que les niveaux sont très élevés, comme d'habitude. Le bruit varie davantage en fonction de la vitesse plutôt que du nombre de véhicules. Il est donc plus important tôt le matin et tard le soir. Au plus profond de la nuit, le bruit diminue un peu, mais il reste tout de même très élevé. Pour ces professionnels, les conséquences pour la santé sont indéniables. Maintenant, on sait que le bruit, ça a des effets sur les maladies cardiovasculaires, ça augmente le stress, ça peut augmenter par exemple les troubles de l'apprentissage aussi. Par exemple, on pense tous au sommeil. C'est sûr que des gens qui habitent là, qu'on vit sur le périphérique, sont susceptibles d'être plus facilement touchés par les problèmes de sommeil que d'autres. Pour réduire le bruit, la ville de Paris a investi plus de 3 millions d'euros pour installer un nouveau bitume afin d'absorber les nuisances sonores. Désormais, 10% du boulevard périphérique parisien, soit plus de 3 km, sont revêtus d'un nouvel enrobé acoustique. Les premiers tests sont concluants et permettent une diminution du niveau sonore. Pour réduire ces nuisances, certains proposent même d'aller plus loin. Si pour l'instant la vitesse est autorisée jusqu'à 70 km/h, l'adjoint au maire de Paris plaide pour une limitation à 50, de 22 h à 7 h du matin. En attendant qu'une décision soit prise, un autre projet exceptionnel, lui, a vu le jour. Ce soir, porte d'Aubervilliers, c'est la concrétisation de 4 ans de travail. L'aboutissement d'un projet de 8 millions d'euros. L'événement mobilise une cinquantaine d'ouvriers. Leur mission, installer une passerelle piétonne de 65 mètres de long au-dessus du périphérique pour relier Paris à la banlieue. 2 énormes camions grues de plus de 700 tonnes vont soulever cette passerelle. Un défi technologique. Pour les architectes responsables du projet, il y a forcément un peu de stress. Car pour la première fois depuis 40 ans, le périphérique va être fermé dans les 2 sens pendant seulement quelques heures. Et ça n'a jamais été fait. Et donc on l'a obtenu pour juste un créneau de 3 heures. Donc pendant ces 3 heures, on a 3 heures pour poser la passerelle, la régler, la boulonner, et puis repartir, et voilà. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose, il faut que tout fonctionne. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait un camion qui soit en panne, il ne faut pas qu'il y ait un problème électrique sur la grue. Enfin voilà, tout est quand même très tendu. Top départ, les regards sont concentrés, l'opération millimétrée. Le périphérique doit rouvrir à 5 h 30 du matin. Cette passerelle de plus de 120 tonnes doit être posée avant. En 45 minutes, l'opération est quasiment terminée et c'est un ouf de soulagement. Le lendemain, voici la passerelle. Mais elle n'est pas encore ouverte au public. Clément, l'un des architectes, vérifie avec ses contremaîtres les derniers détails. Là, le pas est pas mal, hein. Je pense qu'on ne s'est pas trompé sur la descente. C'est agréable pour toi ou... La passerelle piétonne doit être inaugurée dans quelques mois. De nombreux éléments manquent encore. Là, pour l'instant, c'est tout ce qu'on voit sur le côté, c'est l'ossature métallique, donc qui est la structure principale de la passerelle, qui va être entièrement revêtue de bois d'ici quelques semaines. Là, on est encore en plein travaux. En forme d'arc, ce pont piéton reliera Paris et les nouveaux quartiers, dont le futur ministère de la Justice. 3 autres passerelles comme celle-ci devraient voir le jour dans les prochaines années. Visuellement, le périphérique a été souvent associé au bitume et aux façades grises. Mais la tendance semble aujourd'hui s'inverser. Depuis plusieurs années, les anciens immeubles sont démolis et des projets futuristes se multiplient. Les bas prix et les possibilités importantes de reconstruction et de rénovation attirent de nouveaux investisseurs. Le nouveau ministère de la Défense, par exemple, a été construit juste à côté de la Porte de Sèvres. C'est le plus gros chantier d'Île-de-France qui a été achevé en 2015. En bordure du 13e arrondissement, des projets immobiliers tous plus modernes les uns que les autres fleurissent depuis quelques mois. Ici, nous sommes près de la porte d'Ivry. A priori, la façade de cet immeuble semble assez banale. Pourtant, dans quelques mois,
cet immeuble social sera entièrement recouvert d'arbres. 92 nouvelles familles s'installeront bientôt ici. Tous ces nouveaux projets visent à faire du périphérique un axe routier résolument inscrit dans le XXIe siècle.